s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Est-ce que l'école devrait être un service essentiel? C'est la question fort pertinente que pose mon collègue Mario Dumont dans le journal ce matin. À compter de mardi prochain, l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Québec vont être en grève pour une durée, on le sait, là, illimitée. Donc, illimitée, plusieurs jours, plusieurs semaines. Est-ce que ça va durer jusqu'à Noël? Est-ce que ça pourrait même dépasser Noël? Bon, ben illimité, justement, on le sait pas. Et c'est la première fois que ça arrive depuis 1983. Et c'est sûr que c'est une situation qui va compliquer la vie non seulement de tous les parents, mais qui risque d'avoir une incidence aussi sur les élèves qui déjà ont pâti pas mal des cours qui ont été suspendus durant les années de pandémie ou les cours à distance également. Et il soulève cette question fort pertinente parce que, vous savez, dans le réseau de la santé, par exemple, où il y a des services essentiels. Donc, à partir de mardi aussi, le Front commun qui regroupe les infirmières notamment, mais c'est plusieurs professionnels de la santé, va aussi être en grève. Mais on va s'en rendre moins compte parce qu'ils sont soumis à la loi sur les services essentiels, c'est-à-dire que, par exemple, dans les urgences, les soins intensifs, 100% des services doivent être donnés. Dans d'autres, au bloc opératoire, c'est 70%. Donc, il y a un certain nombre de services quand même qui doit être assuré à la population malgré une grève. C'est pas le cas en éducation. Donc, les écoles vont être complètement fermées. Les services de garde vont être complètement fermés aussi. Et c'est vrai que c'est une question fort pertinente dans le contexte. Est-ce que vraiment l'éducation devrait être un service essentiel? Est-ce que ce serait déraisonnable aujourd'hui de soumettre cette question-là à un tribunal administratif du travail? Est-ce qu'il y a un caractère essentiel à l'école? Puis c'est les questions que Mario Dumont nous pose. Et par exemple, c'est une réflexion qui est fort pertinente. Est-ce que l'école, elle est essentielle pour des enfants qui sont en grande difficulté, dont l'année scolaire est compromise? Est-ce qu'elle est un service essentiel pour des élèves qui ont un retard sévère, par exemple, qui souffrent encore des perturbations de la pandémie? Est-ce que ça devrait être un service essentiel pour des enfants de familles défavorisées pour qui l'école est une bouée? Est-ce que ça devrait être maintenu, par exemple, le service de garde pour des travailleurs essentiels ou pour des gens qui sont mal pris? Est-ce que c'est devenu un service essentiel? Justement, tous ceux qui vont devoir assurer les services dans le réseau de la santé, ben ça va être pas mal compliqué pour eux de gérer leurs enfants. Il y a des gens qui peuvent amener les enfants au travail. Quand on est infirmière, quand on est inhalothérapeute, pas mal plus compliqué, voire en fait impossible d'amener son enfant avec soi dans une salle d'opération. Allô. Évidemment, mais je pense que ce sont des questions qui certainement méritent d'être réétudiées à la lumière de ce qu'on a aujourd'hui. Parlant de grève, justement, vous pourrez lire aussi dans le journal le retour du palmarès des écoles. Palmarès qu'on n'avait pas vu depuis quelques années à cause de la pandémie notamment. Mais là, il fait un grand retour cette année. Et bon, on peut y lire justement l'ensemble des écoles publiques et privées qui dominent ce palmarès-là. Bon, les résultats complets vont permettre de comparer 490 écoles secondaires publiques et privées. Il y a même un outil interactif qui est toujours fort intéressant. Puis c'est sûr qu'on est dans la période de l'année où plusieurs magazines ou se posent des questions pour ceux qui ont des enfants qui sont en 6e année, entre autres choses, qui se posent la question où est-ce qu'ils vont envoyer leur enfant au secondaire l'année prochaine. Donc, c'est fort intéressant de voir comment ces écoles-là se positionnent. Palmarès qui est encore majoritairement occupé, le haut du palmarès, par des écoles privées. Puis c'est pour ça que je faisais un lien avec la grève. La grande préoccupation qu'on devrait avoir tous, c'est l'écart possible qui pourrait se creuser encore davantage entre les écoles privées puis les écoles publiques. Parce qu'à partir de mardi, l'ensemble des écoles primaires et secondaires
publics sont en grève, mais pas les privés. Les privés, ça va continuer comme si de rien n'était. La grève les touche pas du tout. Puis je regarde des élèves. Ce palmarès-là, par exemple, il est fait à la lumière des résultats des examens ministériels de secondaire 4, secondaire 5. Des élèves à l'heure actuelle qui sont en secondaire 4 ou secondaire 5 qui ont des matières qui sont quand même assez compliquées de sciences, de technologie, de chimie, de physique, de mathématiques. Pas toujours évident d'apprendre toutes ces matières-là. Et le fait donc ceux qui sont au privé vont continuer au jour le jour à accumuler la matière, à se préparer en vue des examens, alors que ceux qui vont être au public pourraient se retrouver avec 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans avoir ces apprentissages-là. Ça va être toute une bouchée à rattraper au retour lorsque la grève finira par se finir. Et est-ce que ça va pas justement désavantager encore davantage les élèves du public? Mais c'est sûr qu'une grève comme ça, c'est rien pour aller aider en fait le choix des parents à aller vers le public. Puis je dis ça sans lancer de pierre évidemment aux professeurs qui aux syndicats qui se lancent en grève. On comprend tous les raisons pour lesquelles ils le font évidemment. Et toujours dans le sujet de la grève, j'ai trouvé ça assez fort de café de voir Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, demander. Moi je me disais, est-ce que le ministre a prévu un plan pour pallier justement les retards que les élèves vont prendre? Est-ce qu'il a réfléchi à une façon de, je sais pas, de partager du matériel scolaire? Ben non, en fait, hier, il a dit, j'espère que les directions d'école et les professeurs vont donner du matériel aux enfants pour qu'ils puissent, un temps soit peu, continuer leur apprentissage pendant la grève. C'est un peu fort de café en ce sens que les professeurs, les enseignants sont à la veille d'une grève générale illimitée justement pour améliorer leurs conditions parce qu'ils trouvent que leur tâche au quotidien, justement, est trop lourde et il y a une désertion de la profession à cause de ça. On le voit, la rétention des professeurs, ceux qui rentrent nouvellement dans la profession, au bout de 5 ans, il y en a vraiment une quantité énorme qui est partie pour plein de raisons. Les classes sont lourdes, la tâche est lourde et le ministre, à la veille du déclenchement d'une grève, c'est comme s'il venait en ajouter une couche à la dernière minute en disant, ben en plus de ça, je vous demanderais de faire du travail supplémentaire qui n'est pas dans votre charge de travail afin de donner du travail aux élèves pendant qu'ils vont être en grève. Donc, évidemment, les professeurs, les enseignants ont trouvé ça très ironique, ont très mal réagi à ça aussi. Mais ils le disent tous, hein, ils se marchent sur le cœur d'aller dans cette grève-là par rapport aux conséquences que ça va avoir sur leurs propres élèves. Mais ils veulent aussi se respecter dans leur demande syndicale. En tout cas, j'ai trouvé que le ministre était peut-être pas au bon endroit par rapport à la dynamique qu'il devrait installer avec les enseignants. Et en terminant, on peut lire dans le journal aussi, vague de départ record chez les élus municipaux, un phénomène qui devrait pas mal nous inquiéter collectivement. On élit, chaque 4 ans, évidemment, nos conseillers municipaux, nos maires, et on apprend que 2 ans après les dernières élections municipales, il y a déjà 10 % des élus municipaux qui ont quitté leur fonction, qui ont démissionné, un nombre record, là, puis c'est notamment beaucoup par l'intimidation que font certains citoyens. On a lu dans le journal hier, entre autres, Catherine Fournier, là, qu'on apprend qu'elle est placée sous protection policière depuis quelques semaines parce qu'elle aurait reçu des menaces, il faut le faire, là, dans la foulée du dossier sur les serres. Hein. Ça reste bien juste des serres. Là. Je comprends que ça rend plusieurs personnes très émotives, là, mais ça reste juste des serres. Donc, j'ai de la difficulté à penser qu'on peut passer de je souhaite protéger tellement les serres que je vais envoyer des menaces de mort à la mairesse de la ville. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Et il y a plein d'élus municipaux qui reçoivent justement des menaces. Leurs conjointes reçoivent des menaces aussi, puis qui se disent honnêtement, ça vaut pas ça. Ma santé mentale vaut pas ça. Ma famille non plus, je veux les protéger. Et on devrait être très préoccupé de voir ces vagues de départ répétitives parce que ça reste que c'est quand même eux au quotidien qui gèrent les finances des municipalités et qui s'assurent de notre bien-être collectif. Donc, peut-être qu'il faudrait que collectivement, on se prenne une petite camomille et qu'on s'assure d'avoir du respect collectif pour nos élus. Alors, je vous dis bienvenue à Cube et bienvenue dans ce nouvel épisode.